France Inter. Bonsoir, dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, l'affaire Landru. Avec sa barbiche pointue et son chapeau melon, ce petit homme chauve a tout du bon père de famille. Propre sur lui, toujours poli, s'exprimant dans un langage châtié et recherché, à cet ancien enfant de cœur, on donnerait le bon Dieu sans confession. Et pourtant, le 30 novembre 1921, à l'issue d'un procès qui pendant 3 semaines a tenu en haleine le public, Henri-Désiré Landru sera reconnu coupable du meurtre de 10 femmes et du fils de l'une d'entre elles et condamné à mort. En pleine Première Guerre mondiale, alors que les hommes sont sur le front, Monsieur Landru, déjà escroc professionnel, avait eu une idée terrifiante. Séduire des dames par petites annonces. À ce barbe bleue, on ne comptera pas moins de 283 fiancés. Leur promettre le mariage, leur demander leurs économies, les emmener en train dans sa maison de campagne. Un aller-retour pour lui, un aller simple pour la dame. Landru, je vous l'ai dit, est un homme ordonné. Et sur place, les faire disparaître. Les voisins de Landru s'étaient bien étonnés parfois de la fumée nauséabonde qui s'échappait de la cheminée. Mais pourquoi s'en mêler ? Terrifiant, Landru le sera aussi durant toute la durée du procès, réussissant par ses facéties et ses bons mots à concentrer toute l'attention sur son pathétique numéro d'acteur et à faire oublier ses 11 malheureuses victimes. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Bruno Fulini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, auteur de nombreux livres sur les affaires criminelles du début du XXe siècle, entre autres. Landru, vous le connaissez bien. Alors c'est assez incroyable comment ce Landru a fait parler de lui depuis un siècle maintenant, tous les livres qui lui ont été consacrés. Il aurait sans doute adoré, non, cette postérité post-guillotine ? Oui, son procès a été un show, un véritable show. Cet homme qui avait beaucoup de choses sans doute à se prouver et à prouver à la société, une fois qu'il a été pris, s'est révélé une vedette en réalité. Ça explique en partie son succès. Ce n'est pas un criminel comme les autres. D'abord, il n'appartient pas à la pègre. C'est plutôt un petit bourgeois propre sur lui, de belle apparence, qui a appris à être courtois, de là son succès avec les dames et les dames d'un certain âge. Et puis, c'est quelqu'un qui a un humour extrêmement particulier, alors que nous avons du mal à goûter aujourd'hui, qui est un humour grinçant, un humour noir, mais qui fait littéralement fureur, évidemment, en plus au lendemain de la Grande Guerre, dans une période tellement compliquée, où finalement, après les massacres, les millions de morts de la Grande Guerre, les 11 victimes de Landru font figure d'anecdote pour les contemporains. On dit souvent que Landru est le premier tueur en série français. Non. Est-ce possible qu'il y en ait ? C'est pas possible quand même. Non, il y a dû en avoir avant. Oui, en particulier, il y en a eu 2 très célèbres au 19e siècle. Un certain Dumollard, le tueur de Bonne, et puis Vacher, le tueur de Bergère. Bien sûr, le concept de tueur en série n'existait pas à l'époque, mais bon, ce sont des assassins multirécidivistes, mais ces 2-là opéraient, je dirais, en race campagne. Tandis que Landru, lui, opère en ville, et même parfois au cœur de Paris pour, en tout cas, le recrutement de ses victimes. C'est un homme mûr, quand même d'âge mûr, quand il commence à faire ses crimes. Il a déjà, en 1919, enfin là c'est le moment où il se fait arrêter, mais il a 50 ans déjà, c'est pas un gamin. Il a une longue vie derrière lui. Oui, il est père de 4 enfants, il est marié, et il n'a jamais fait de mal à sa femme. Il a une maîtresse qui est tout à fait normale dans la société de l'époque. C'est peut-être le seul mal qu'il a fait à sa femme. C'est d'une banalité totale. C'est un personnage intéressant aussi. Ce qui le différencie de la plupart des tueurs en série, c'est que ce n'est pas un maniaque sexuel, ni un sadique. Il n'a aucun mobile d'ordre sexuel, et nous avons même une déposition de sa maîtresse qui l'atteste et qui indique qu'il a une sexualité normale et, comment dirais-je, tout à fait honorable pour un homme de son âge. Comment peut-on savoir qu'il n'a pas violé ces femmes qu'il a tuées ? Parce qu'elles étaient consentantes, elles étaient absolument consentantes. C'était des relations en fait amoureuses.
il passait des petites annonces qui n'étaient pas équivoques, puisque c'était par l'intermédiaire d'une agence matrimoniale ou alors dans la presse en vue d'un mariage. Et donc, il y avait une forme de marivaudage qui faisait qu'ensuite ces dames devenaient ses maîtresses. Il n'y a pas eu de violence d'ordre sexuel. C'est ensuite que les choses se sont gâtées pour des mobiles essentiellement matériels. Alors vous nous avez dit, Bruno Fulini, qu'il était marié, qu'il avait 5 enfants, mais quelle a été son enfance? Enfin bon, on va pas rentrer dans faire de la psychanalyse ici, mais quelle a été son enfance, son parcours, comment il en est arrivé à devenir escroc? Il est issu d'un milieu modeste. Son père, ça ne s'invente pas, était chauffeur de four. Sa mère était couturière à domicile. C'est un couple qui cherche à élever ses enfants de façon un petit peu dans le goût de la Troisième République pour qu'ils deviennent d'honorables citoyens. Et donc, on va un petit peu pousser Landru. Il va apprendre à lire, à écrire, à bien se tenir. Vous l'avez dit, il sera enfant de cœur aussi. Simplement, à partir du moment où il s'agit de trouver une activité professionnelle, une fois qu'il a terminé son service militaire, les choses se gâtent parce que bien sûr la famille n'a pas les moyens de lui payer des études supérieures. Il a eu une instruction primaire et puis c'est quelqu'un qui a du mal à se stabiliser dans un emploi subalterne. Il a sans doute une ambition assez forte au plan social et donc il va commencer à travailler pour un cabinet d'architectes, mais il va changer très souvent d'employeur et assez vite il va rêver de se mettre à son compte. En particulier, Landru adore la mécanique et il y a en lui l'étoffe d'un inventeur. Il va mettre au point un petit peu l'ancêtre des mobylettes. On suppose qu'il a fabriqué sans doute 1 ou 2 prototypes. Donc il y a le rêve de faire naître une industrie autour de ce vélo à moteur, en quelque sorte, qui va s'appeler le Landru ou la Landru. Il va ensuite devenir escroc quand même, mais pas encore criminel. Oui, c'est d'abord un escroc. Il va même aller en prison pour plusieurs fois. C'est un escroc parce que, en particulier pour cette motocyclette, il passe des petites annonces déjà. C'est comme ça qu'il découvre cette technique au départ pour trouver des partenaires financiers, des gens qui vont lui prêter de l'argent ou s'associer à lui pour développer cette activité. Et en fait, à chaque fois, il s'empare de l'argent et puis il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de chaîne de montage, il n'y a pas de commercialisation. Donc, il découvre qu'avec des petites annonces, on peut escroquer des gens qu'on ne connaît pas, ce qui est un gain de temps quand même formidable par rapport à l'escroc qui va devoir vous entreprendre dans un restaurant, dans un café. Il se rend compte que les dames seules ont des économies et sont éventuellement plus sensibles que les messieurs à ces raisons. Donc ça, c'est une leçon qu'il va noter. Il va quand même plusieurs fois se faire prendre, condamné pour indélicatesse, et à l'époque, il y a une loi dite Waldeck-Rousseau qui fait que les récidivistes risquent, au bout d'un certain degré de condamnation, de partir en Guyane. C'est ce qu'on appelle la relégation. Et donc, risquant de partir en Guyane s'il est arrêté, eh bien, il finit par vivre sous de faux noms. Et donc, il va multiplier les fausses identités, et puis alors éclate la Grande Guerre, et là, ça va être la grande époque de la vie de Landru. Pourquoi cette guerre est une opportunité pour lui, pour Landru? Donc lui, déjà, il va pas à la guerre, parce qu'il est trop vieux. Mais pourquoi est-ce que c'est une chance pour lui? À plusieurs degrés. D'abord parce que la police, qui était menaçante pour lui, va beaucoup plus se préoccuper de contre-espionnage que de petits escrocs, de petites affaires crapuleuses. Donc la police va le laisser en paix. Ensuite, parce qu'il va pouvoir prétendre être originaire de villes qui sont de l'autre côté du front. Et donc on ne pourra pas vérifier son état civil. Et ça, c'est bien pratique pour un escroc. Et puis surtout, parce qu'avec la mobilisation, avec cette guerre interminable, tous les jeunes hommes sont soit au front, soit à l'arrière, mais dans des activités militaires. Ça veut dire que Paris est une ville, j'allais dire, livrée aux femmes. Les femmes y sont très seules. Il n'y a que de jeunes hommes et des vieillards. Et donc, un homme d'âge mûr comme Landru, c'est le renard dans le poulailler. Il a à Paris une carrière ouverte. Il va pouvoir donner à ces petites escroqueries une ampleur nouvelle et en particulier transformer l'escroquerie à la levée de fonds en escroquerie au mariage avec meurtre à la clé. Eh bien, Bruno Fulini, on poursuivra tout à l'heure cette discussion. Tout de suite, l'affaire Landru, un texte de Clara Saer et Zoé Guébillet, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Pascal Deux. Ma chère sœur,
comment vas-tu? Cela fait maintenant longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Il faut dire que le courrier nous parvient désormais au compte-gouttes. J'ai lu hier dans l'Écho de Paris que même pour nos poilus, les lettres des familles ont de plus en plus de mal à arriver. Cette guerre n'en finit pas. Et ici, à Paris, les distractions se font rares. De mon côté, tout va pour le mieux et je travaille plus que jamais. Tu te souviens de la Lison? Tu sais qu'elle est maintenant receveuse dans le tramway? Tu la verrais dans son uniforme de la Compagnie Générale des Omnibus. Et le plus fort dans tout ça, c'est qu'il cherche encore du monde. Lison a promis de parler de moi à son chef d'équipe. Mais en attendant, je poireaute encore chez la vieille Modue. Elle est toujours aussi mauvaise. L'autre jour, cette sorcière s'est pris les pieds dans le tapis, s'est étalée de tout son long sur le plancher et a raconté dans tout l'immeuble que j'avais voulu l'assassiner. Rien que ça. Je t'entends déjà me demander si ma paye est toujours honnête. Rassure-toi. J'arrive même à mettre quelques sous de côté. Et par les temps qui courent, ce n'est pas rien. Tu me manques. J'ai tellement hâte de venir te voir à Gambais, dans ta belle villa. Souvent, je pense à toi et à Monsieur Frémiet qu'il me tarde de connaître. Je vous imagine tous les deux dans votre jardin, entourés d'arbres et de fleurs, amoureux. Je suis tellement heureuse pour toi. Écris-moi vite, ma Célestine. Ne me laisse pas sans nouvelles. Je veux tout savoir de ce nouveau bonheur. Je t'embrasse. Ta sœurette qui t'aime. Paris 1918. Quelques mois avant la fin de la Première Guerre mondiale, Mademoiselle Lacoste écrit à sa sœur, Célestine Buisson, qui est veuve depuis 1912. Les deux femmes sont très proches, et c'est tout naturellement que quelques mois plus tôt, Célestine a confié à sa sœur qu'elle a rencontré un certain monsieur Frémiet. Ce dernier a demandé sa main et lui a proposé de vivre avec lui à Gambais, dans les Yvelines, en attendant le mariage, ce qu'elle a accepté. Mais au fil des jours, les lettres à Célestine restent toujours sans réponse. C'est pourquoi, en janvier 1919, Mademoiselle Lacoste décide de se rendre à Gambais en espérant trouver auprès des autorités une trace de Célestine et de Frémiet. Je vous suis tellement reconnaissante de me recevoir, monsieur le maire. C'est tout naturel. Veuillez excuser le désordre de mon bureau, mais depuis que l'armistice a été signé il y a 2 mois, je croule sous le courrier de mes administrés. Tout le monde semble avoir quelque chose à me demander. Je m'en doute. La période est difficile avec toutes ces familles qui sont dans la peine. Sans compter toutes celles qui ne veulent pas voir la vérité, qui attendent de moi je ne sais quel miracle. Bien sûr, il reste encore quelques pauvres types dans les hôpitaux militaires, mais la plupart de ceux qui ne sont pas rentrés sont au ciel. Qu'on se le dise. Tous ces morts, c'est pas malheureux. Et leurs familles endeuillées. Mais la patrie est sauvée, c'est le principal, non? En effet. Veuillez vous asseoir. Revenons à votre affaire. Je ne vous le cache pas, votre requête a éveillé ma curiosité, mademoiselle Lacoste. Cela fait maintenant plus d'1 an que je suis sans nouvelles de ma sœur. Oui, ça commence à faire beaucoup. Elle s'est comme évanouie dans la nature. Au début, je m'inquiétais pas. Je devais la laisser vivre sa vie, et puis les télégraphes, vous savez ce que c'est. Les nouvelles se croisent, parfois se perdent. Mais vous me dites dans votre courrier que son mari aussi est introuvable? C'est que... Monsieur le maire, Célestine n'est pas tout à fait mariée. Elle est veuve, voyez-vous, et... J'aurais pourtant juré que dans votre lettre, vous me parliez de son mari. Célestine était sur le point de se marier. Je vous parlais de son fiancé, monsieur Frémiet. Voilà, c'est ça. Monsieur Frémiet. Vous le connaissez? Ce nom ne me dit rien du tout. Et puis vous savez, avec la guerre, les hommes se sont fait rares à Gambais. Il reste surtout des vieillards et des mutilés de guerre. Un jeune homme sur le point de se marier, ça ne serait pas passé inaperçu. Selon ma sœur, il approche plutôt de la 50aine. Que savez-vous d'autre? Oh, je l'ai jamais rencontré. Mais Célestine semblait très amoureuse. Elle m'a dit qu'il était veuf, comme elle, et assez aisé. Ont-ils déjà arrêté une date pour leur mariage? Je n'en sais rien. Et ils vivaient sous le même toit? Mais en tout bien, tout honneur, forcément. Je la connais, ma sœur. Jamais elle n'aura accepté de partager la vie d'un homme dont les intentions n'étaient pas les meilleures. Dans ma famille, on a des valeurs. Ne le prenez pas mal. Tout ce que je veux, c'est vous aider, mon petit. C'est que je suis morte d'inquiétude et j'ai l'impression que personne ne me prend au sérieux. Je n'ai aucune piste qui pourrait me mener à Célestine à part la villa de ce monsieur Frémiet, ici à Gambais. Je suis persuadée que tout part de là. Et où est cette maison? C'est la villa Hermitage. Elle est juste à la sortie du bourg, non loin du cimetière. Je vois très bien. Cette villa appartient à monsieur Trick. Il la louerait donc à monsieur Frémiet? Probablement. Mais... Oui? Je dois vous avouer, je me suis introduite dans le jardin. Quoi? Oh, bien sûr, je sais, c'est une propriété privée, mais après tout, on est presque déjà un peu chez ma sœur, non? Vous avez pu parler à quelqu'un, un domestique, ou mieux, à Frémiet lui-même? Non, monsieur le maire, la maison est comme abandonnée. Tous les volets sont clos.
On dirait que personne n'y a mis les pieds depuis des mois. Je dois vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas la seule à rechercher une jeune femme dont on a perdu la trace à Gambay. Comment ça? J'ai reçu une lettre similaire à la vôtre d'une certaine Madame Pelat qui cherche son amie Anne Colomb. Madame Pelat? Anne Colomb? Ça me dit rien. Son histoire ressemble en tout point à la vôtre, mais elle écrit que le fiancé dans cette affaire se nomme Monsieur Dupont. Monsieur Dupont? Dupont, Frémiet. Ces deux messieurs restent introuvables en tout cas. 2 hommes louant la même villa et 2 femmes qui disparaissent dans la même maison, mais ça peut pas être un hasard. On les aura attirés ici pour leur soutirer de l'argent ou je ne sais quoi. Notre commune est une jolie ville qui a peut-être donné des idées d'évasion à ses amoureux. Gambay, la Venise des Yvelines. Je suis désolée de ne pas partager votre romantisme, monsieur le maire, mais cette affaire m'inquiète terriblement. Je refusais d'en arriver là, mais je n'ai plus le choix. Je vais devoir prévenir la police. Si vous le souhaitez. Mais restez discrète, je ne voudrais pas de mauvaise publicité pour notre petit bourg tranquille. Écoutez, nous avons tous nos moutons noirs. Alors si Gambay a son barbe bleue, autant le savoir au plus vite. Mademoiselle Lacoste prend contact avec les proches d'Anne Colomb. Les 2 familles recoupent les informations concernant les jeunes femmes disparues et décident d'un commun accord de porter plainte contre X. Célestine et Anne semblent être tombées dans le même piège. Elles ont toutes les 2 rencontré un homme par le biais d'une annonce matrimoniale parue dans le journal et l'ont suivi à Gambay. L'inspecteur Jules Belin, de la 1re brigade mobile de la police judiciaire de Paris, est chargé de l'affaire. Très vite, le propriétaire de la villa, M. Tric, certifie qu'il la loue à messieurs Frémiet et Dupont, tous 2 originaires de Rouen. Mais les 2 hommes restent introuvables. La police interroge le voisinage, personne ne connaît les occupants de la villa. Mais des riverains se souviennent avoir remarqué il y a quelque temps une fumée nauséabonde qui s'échappait de la cheminée par jour de grand vent. Et voilà bientôt que d'autres femmes recherchées, 8 au total, viennent grossir les rangs des disparus de Gambay. Au printemps 1919, l'enquête piétine. Quand le 9 avril, un hasard extraordinaire va changer le cours de l'affaire. C'est quoi ce raffut? D'urgence, c'est au sujet des disparus de Gambay. Mademoiselle Lacoste, qu'est-ce que vous faites là? Il faut que vous entendiez cette femme. Elle l'a vue. De qui parlez-vous? Frémiet, rue de Rivoli. Ne perdons pas de temps, laissez-nous entrer. Je vous présente Madame Beaunour. Mademoiselle Lacoste, on n'entre pas dans mon bureau comme dans un moulin. C'est le quai des Orfèvres ici. Et vous, madame, qui êtes-vous? Bonjour, inspecteur, je me présente, Madame Beaunour. Je suis une amie de Célestine Buisson, du temps où elle vivait encore à Paris, avant son malheureux départ pour Gambay. Je connaissais pas sa sœur, mais après ce que je viens de voir, je suis allée la trouver chez elle pour tout lui raconter. Elle vient de croiser Frémiet, rue de Rivoli. Vous le connaissiez? Un jour, Célestine me l'a présenté. J'ai pas compris ce qu'elle lui trouvait, il était d'une laideur. Entrez toutes les 2. Je vous préviens, mademoiselle Lacoste. Si c'est une de vos énièmes fausses pistes, je vous jure que ça Mais va vous me très prenez mal... pour une menteuse, peut-être? Il faut se dépêcher de le retrouver. Oui. Bon, mesdames, on se calme. Asseyez-vous. Allez, expliquez-lui. Tout à l'heure, vous vous trouviez rue de Rivoli quand tout à coup... C'est ça. Je m'y rends très souvent, car la mère sœur idéale est la meilleure de Paris. Venez-en au fait, s'il vous plaît. Oui. Donc, comme je vous disais, je marchais d'un bon pas. Mais sur le trottoir d'en face... Le trottoir en face de quoi? En face des lions de faïence. C'est là que je l'ai vu. Je sais pas si vous connaissez, c'est un sacré magasin de porcelaine. Il se mouche pas du pied, l'animal. Vous êtes certaine que c'était Frémiet? Ma main au feu. Pas maintenant! Et que personne ne me dérange. Madame Beaunour, reprenons. Ce Frémiet. Eh bien, croyez-le ou non, il était accompagné d'une dame. Une jolie fille en plus. Un vrai Casanova. Avec ses petits yeux rapprochés, sa barbe noire taillée en pointe, son crâne d'œuf et ses talonnettes. On dirait pas comme ça. Vous lui avez parlé? Vous êtes pas bien? Dieu seul sait ce qu'il a fait à Célestine et à toutes ces pauvres femmes. Je tiens à la vie, moi, monsieur. Dites-lui la suite, allez-y. Quelle suite? C'est que je ne suis pas dégonflé. Je l'ai suivi. Il allait où? Je sais pas. Je l'ai filoché 10 bonnes minutes. Je me suis faite toute petite, hein, j'en ai pas large. Mais tout d'un coup, arrivé au Châtelet, ce salaud a sauté dans un autobus. Je le tenais pourtant. Noiret! Grande berger! Oui, chef! On file, rue de Rivoli. Oui, chef! Mesdames, suivez-moi. Mon Dieu. Je ne suis pas du genre à vous demander des services. Mais si aujourd'hui, vous pouviez faire une exception, ça m'arrangerait bien. Si la police ne met pas la main sur Frémiet tout de suite, je suis certaine qu'on perdra sa trace à nouveau. De toute façon, je continuerai à remuer ciel et terre pour retrouver Célestine. Morte ou vive,
Là n'est plus la question. Je veux savoir ce qui lui est arrivé. Comme disait papa, il n'y a que les lâches qui baissent les bras. Je comprends à quel point il avait raison. Je veux que ce monstre de Frémiet parle. Enfin. Qu'as-tu fait de ma sœur, sale ordure ? 12 avril 1919. Le témoignage décisif de Madame Bonnour permet à Jules Belin et à son équipe de localiser Frémiet. Au magasin de vaisselle de la rue de Rivoli, dans le registre des commandes, il découvre que l'homme a donné un nom, Lucien Guillet, mais il a surtout laissé une adresse, 76 rue de Rochechouart, dans le 9e arrondissement de Paris. Les policiers s'y rendent immédiatement. À leur arrivée, hélas, l'heure légale de perquisition est passée. Il faudra donc que Belin et ses hommes patientent sans bruit dans la cage d'escalier jusqu'à 6 heures du matin pour procéder à l'interpellation du suspect. Inspecteur ? Eh oh, inspecteur ! Je vous attends depuis des heures. C'est pas vrai. Vous pouvez pas me laisser tranquille 5 minutes? Ça fait 24 heures maintenant que vous avez arrêté ce type. Je lis la presse, moi, comme tout le monde. S'il restait un doute, il n'y en a plus. C'est l'assassin de ma sœur. Il ne faut pas croire tout ce que dit la presse. C'est bien pour ça que j'essaie de vous parler. Je sais que vous êtes occupé, mais... Je n'ai pas le droit de vous parler de l'enquête, mademoiselle. Ça pourrait faire capoter tout notre travail, et les avocats de la défense pourraient s'en servir contre nous. Oh, je vous en prie. Accordez-moi juste 5 minutes. Non, puisque je vous dis que c'est impossible. C'est moi qui vous ai mené à lui. Vous me devez bien ça. Ah, vous avez la tête dure, vous. Venez. Il y a une arrière-salle, on sera tranquille. Si on voit avec vous, tout est foutu. Oh, merci, inspecteur. Je savais que vous étiez un chic type. Salut, Marcel. On va s'installer au fond. Et tu nous mettras 2 films. Merci. 2 films, tout de suite. Alors ? Vous l'avez passé à la moulinette ? Il a avoué ? C'est un peu plus compliqué que ça. Henri Désiré Landru, puisque c'est semble-t-il son vrai nom, est un personnage complexe. Landru. 2 films. Merci. Merci. Depuis qu'il est arrivé au Quai des Orfèvres, il ne fait que souffler le chaud et le froid. Il n'avait pas mis un pied dans mon bureau qu'il avait commencé son numéro. Comment ça ? Ce sale type a du sang sur les mains et il ose faire le malin ? Ce sale type, comme vous dites, est présumé innocent, je vous le rappelle. Mais l'homme est vraiment étrange. Sa parole ne vaut rien. Il parle au compte-gouttes. À peine en effet était-il arrivé au Quai des Orfèvres qu'Henri Désiré Landru, par sa personnalité, avait désarçonné les inspecteurs chargés de l'interroger. Très vite, ils s'aperçoivent qu'il s'agit d'un escroc professionnel ayant profité de la pagaille de la guerre pour se soustraire à la justice. Pour tous ces délits, il a déjà séjourné en prison. Mais malgré ses récidives, il a toujours réussi à échapper au bagne. Avec un physique insignifiant et une répartie à toute épreuve, Landru n'a pas le profil supposé d'un tueur de femmes. Pourtant, très rapidement, sa défense molle et son refus de collaborer font peser tous les soupçons sur lui. Vous vous appelez Landru, c'est bien ça? Si vous le dites. Si vous le dites. Vous comprendrez qu'entre Frémiet, Dupont, Guillet, j'en passe, on s'y perd un peu. Bon, reprenons. Selon les dires de la demoiselle avec qui vous avez passé la nuit, vous n'habitez pas rue de Rochechouart. On a vérifié, c'est le nom de votre maîtresse, en effet, qui figure sur le bail. Vous résidez au 22 rue de Châteaudun, avec femme et enfant. C'est du propre. Rassurez-moi, inspecteur, vous ne faites pas venir dans les locaux de la police tous les hommes qui ont des aventures extra-conjugales. Sinon, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Ici, c'est moi qui pose les questions. On a convoqué votre femme qui nous dit que vous êtes brocanteur, est-ce exact? Brocanteur, le mot est un peu fort. Disons, j'aime les belles choses et il m'arrive de temps à autre de chiner la pièce parfaite. Je sais ce qu'aiment les antiquaires et ça, croyez-moi, ce n'est pas donné à tout le monde. On peut savoir où vous chinez, comme vous dites? Allons, inspecteur. Vous ne croyez pas que je vais vous révéler tous mes petits secrets. Nous ne nous connaissons que depuis quelques heures. Je vous déconseille de jouer au plus malin avec moi. Les faits qui vous sont reprochés sont gravissimes, monsieur Landru. Et quels sont-ils, je vous le demande? Vous le savez très bien. J'ai déjà payé ma dette à la société pour mes erreurs passées. Si vous faites référence à votre carrière d'escroc et à vos 3 ans de prison, le compte n'y est pas. Vous avez fui la justice qui vous a condamné par contumace à nouveau et cette fois au bagne. Mais désormais, j'espère que vous l'avez compris,
C'est l'échafaud qui vous attend. Vous montez sur vos grands chevaux. Madame Buisson, Madame Labordeline, Madame Guillain, Madame Éon, Madame Colomb, Madame Babelet, Madame Jaume, Madame Pascal, Madame Marchandier et pour finir Madame Cuchet et son fils de 17 ans, André. Un témoin gênant peut-être, ce pauvre garçon? Au total, 11 victimes, dont 10 femmes, toutes volatilisées. Oh, bien sûr, pas avant qu'un certain monsieur Frémiet, Auguillet ou Tartampion ait gentiment vidé leur compte en banque avec une procuration signée de leurs mains. Où sont-elles, Landru? Où sont ces malheureuses? Je ne connais pas ces femmes, et puis si c'était le cas, cela relèverait de ma vie privée. C'est moi qui vous le demande cette fois. Où sont vos manières, inspecteur? Un homme n'a-t-il pas le droit à son intimité? Et ça? C'est votre intimité aussi, ça? Votre journal intime, peut-être? C'est pour sauver l'honneur de vos maîtresses que vous avez tenté de jeter ce petit carnet noir par la fenêtre du convoi qui vous a amené ici? Je ne dirai plus un mot avant d'avoir parlé à mon avocat. Soit. C'est donc moi qui vais parler dans ce cas. Sans la vigilance du brigadier chargé de votre transfert, on serait passé à côté de ce petit bijou. En 20 ans de maison, je n'ai jamais vu ça. Un spécimen de pièce à conviction. Tout y est. Encore une fois, je ne vous dirai rien. Ne vous fatiguez surtout pas. C'est clair comme de l'eau de roche. Ici figurent les noms de vos victimes. L'heure à laquelle vous les avez supprimés. Et cerise sur le gâteau, on trouve même dans le carnet les reçus de vos billets de train pour Gambais. À chaque fois, 2 allées et un seul retour. Le juge d'instruction ne devrait pas avoir trop de travail. Vous n'avez pas de preuves. Justement. On risque d'en trouver quelques-unes. Car à l'heure où nous parlons, les meilleurs limiers de la brigade mobile perquisitionnent votre sinistre villa de Gambais. Je suis certain qu'ils auront beaucoup de choses à me dire à leur retour. Vous êtes cuit, Landru. Le lendemain de l'arrestation de Landru, l'inspecteur Belin a en effet ordonné une perquisition de la villa Hermitage. De l'extérieur, malgré les volets fermés et les herbes folles du jardin, la maison a belle allure, avec ses briques rouges, son beau portail en fer forgé et son toit d'ardoise. Mais l'intérieur est en très mauvais état, comme laissé à l'abandon. On met la main tout de même sur quelques effets personnels féminins. Mais ce qui intrigue le plus les policiers, c'est l'imposante cuisinière à 2 fours qui, semble-t-il, a beaucoup servi ces derniers temps. Alors? Qu'avez-vous trouvé à Gambé? Nous avons trouvé un coffre portant les initiales de votre sœur. Mais surtout... Vous pouvez parler franchement. Je n'ai plus d'espoir de retrouver Célestine en vie depuis maintenant longtemps. Alors racontez-moi, je veux tout savoir. Je suis pas une petite chose, vous savez. Nous n'avons pas trouvé de cadavre. C'est plutôt une bonne nouvelle. Nous n'avons pas trouvé de cadavre entier, pour être plus exact. Que voulez-vous dire? Eh bien, nous avons trouvé des restes humains. Je suis désolé. Ça veut dire quoi, des restes humains? Je vais vous le dire, car si vous ne l'apprenez pas maintenant, vous pourrez le découvrir bientôt, dans la presse. Eh bien donc, il a été retrouvé des ossements, des dents. On en a compté 47. À l'heure où nous parlons, les légistes tentent de reconstituer les dépouilles avec ce que nous avons trouvé là-bas. Mon Dieu. C'est encore pire que ce que j'imaginais. Je sais. Mes hommes aussi sont tous secoués. Qui peut être capable de faire ça, hein? C'est monstrueux. J'ai besoin d'un 2e verre. Marcel, une autre fine pour la demoiselle. En tout cas, avec tout ça, on le tient. Il est bon pour la guillotine, non? Aussi fou que cela puisse paraître, si nous avons des restes de corps, nous n'avons pas de corps entier. Or, il est difficile de prouver un meurtre sans cadavre. Tenez. Mais à qui sont ces ossements s'ils ne sont pas aux pauvres femmes qui l'a trucidé? Nous ne sommes pas des magiciens. Sans des effets personnels ou autres indices, il est impossible de dire à qui appartient tel crâne ou tel fémur. Mais cela semble pourtant évident. Oui, mais pas suffisant. Nous devons trouver d'autres preuves, d'autres indices pour remporter l'intime conviction du juge. Vous n'êtes pas en train de me dire que ce fou furieux, ce prédateur qui a massacré Célestine va s'en tirer, inspecteur? Bien sûr que non. Mais l'instruction risque de traîner en longueur. Et rien n'est joué d'avance. Les défenseurs de Landru vont sans nul doute profiter de cette absence de cadavre. Pour ce Landru, tout ceci n'est qu'un jeu. Une partie de cache-cache sordide où il défie la justice. Depuis des mois qu'on l'interroge, jamais il n'a eu un mot pour toi, Célestine. Jamais. Et toi qui l'aimais tant. Hier, les légistes ont fait brûler une tête de mouton et un gigot de 7 livres dans le four de la cuisinière de Gambais. Une tête de mouton.
Il voulait savoir combien de temps cela mettrait à se consumer, pour en déduire comment ce monstre a fait pour jeter aux flammes toutes ces pauvres filles. Qu'est-ce que ça change, franchement? Et cette pourriture de Landru qui fait tout passer pour de la gaudriole. Il ensorcelle tout le monde, comme il l'a fait avec ses victimes. Qu'il en profite, tant qu'il en est encore temps. Bientôt, tu seras décapité, Landru. Et on verra si ce jour-là, tu fais encore le fier. Le 7 novembre 1921, le procès Landru s'ouvre devant la cour d'assises de Seine-et-Oise à Versailles. Après plus de 2 ans et demi d'instruction, des éléments accablants se sont multipliés. À Gambais, on a retrouvé des restes humains dans la cuisinière ainsi que dans le jardin. Mais comme les moyens techniques dont dispose alors la police ne permettent pas d'identifier formellement les os et cheveux retrouvés comme étant ceux des victimes, les avocats de la défense réfutent cette hypothèse. Landru est défendu par maître Vincent de Moreau-Giafferi, un avocat brillant qui s'est lancé depuis peu en politique. L'homme est connu pour son talent oratoire, mais aussi pour son goût des causes perdues. C'est Landru lui-même qui l'a choisi. Loin des prétoires, depuis son arrestation, l'accusé passionne les foules, fasciné par le macabre de cette affaire. Et le tout Paris se bouscule pour voir Landru comparaître. Colette, Mistinguett ou encore Rému font le déplacement jusqu'au tribunal pour assister au spectacle. Dépêchez-vous, maître. Il ne faudrait pas faire attendre le public pour le dernier jour du procès. Bonjour, inspecteur. Vous ne croyez pas si bien dire. Je n'ai jamais été aussi pressé de reprendre une audience. Pourtant, Landru est en mauvaise posture. Je vous souhaite bien du courage pour le sortir de là. Vous savez ce qu'on dit? Tant que la partie continue, on peut toujours gagner. Vous êtes bien optimiste pour l'avocat d'un tueur de femmes. Je réserve une surprise à la cour qui devrait tout faire changer dans le procès. Je vous laisse. Je dois aller parler à mon client. Une surprise? De quoi parle-t-il? Mais d'où sortez-vous? Qu'est-ce qu'il va encore nous sortir du chapeau? Faut le reconnaître, il est très fort. Si demain je dois cacher un cadavre dans un placard, je ferai appel à ce Moreau-Giafferi. Si vous voulez mon avis, il fait trop d'effet de manche. Mais avec le cas qu'il a à défendre, il ne peut pas faire grand-chose d'autre. Venez. Sinon, nous allons manquer le début de sa plaidoirie. Je vous suis. Revoilà Landru sur le banc des accusés. Ce regard vide. Que cache-t-il derrière ce masque? Quand je pense que ce malade est père de famille. C'est vrai que Moreau-Giafferi a l'air très content de lui. Je me demande ce qu'il nous mijote. Il faut vraiment pas avoir honte de défendre un type pareil. Je sais, c'est son métier, mais il y a des limites. Tout le monde a le droit à une défense, ma chère. Même les pires salopards. C'est ça, l'état de droit. Merci, monsieur le président. Monsieur l'avocat général, messieurs les avocats de la partie civile et messieurs les jurés, j'aimerais, si vous me le permettez, appeler de nouveaux témoins. Je demande à messieurs les jurés de bien vouloir regarder la porte au fond à droite de la salle d'audience par laquelle ces témoins s'apprêtent à entrer. J'appelle à la barre Madame Anne Collomb et Madame Veuve Célestine Buisson. Mais c'est impossible, elles sont mortes! Qu'est-ce que cela veut dire? Asseyez-vous. C'est du chiquet, j'en suis sûr. Messieurs les jurés, comme vous avez pu le remarquer, la porte en question est restée close. Mais comme vous pouvez le constater, vous avez tous tourné la tête dans sa direction. C'est donc la preuve que personne d'entre vous n'est intimement convaincu de la mort de ces femmes. Si vous pensez qu'elles peuvent apparaître à tout moment, c'est qu'il subsiste un doute sur la culpabilité de mon client. Or, dans notre droit, vous le savez mieux que personne, le doute profite toujours à l'accusé. Mais quelle cruauté! Comme si nous, les familles de victimes, nous n'avions pas assez souffert. Ils sont acculés. Ils tentent le tout pour le tout. Bon signe pour nous, mauvais pour eux. Et ces imbéciles de jurés, ils sont tombés dans le panneau. Pas tous. Comment ça? Landru est resté de marbre. Et ça n'a pas échappé à l'avocat général. L'argument vaut dans les deux sens. Moreau-Giafferi a tendu un piège à son propre client. C'était bien tenté, mais il a oublié un détail. Landru, le premier, ne croit pas en son innocence. Il vient de gagner un aller simple pour l'échafaud.
À Paris, durant tout le mois de novembre 1921, le procès Landru est sur toutes les lèvres. Le mobile du crime est clair, l'appât du gain. Toutes les victimes étaient titulaires d'une rente que Landru captait à leur mort. Mais l'absence de corps continue de compliquer terriblement l'accusation. On transporte même la cuisinière dans la salle d'audience pour expliquer comment le vilain barbu exterminait ses femmes. Landru persiste et n'avoue rien. Tout le long des débats, il ironise et plaisante, s'attirant même la sympathie du public. Mais son absence totale de sens moral interroge. Landru est-il fou ? La question avait déjà agité les psychiatres qui, lors de son premier séjour en prison, l'avaient déclaré, je cite, « dans un état mental maladif qui, sans être de la folie, n'est plus du moins l'état normal ». Le 30 novembre 1921, après 8 heures de délibération, les jurés déclarent Henri-Désiré Landru coupable de 11 meurtres et le condamnent à mort. Au matin du 25 février 1922, on vient le chercher pour le conduire à la guillotine. Fidèle à sa réputation, il ne peut s'empêcher 2 ultimes bons mots. À l'aumônier qui lui demande s'il croit en Dieu, il répond « Monsieur le curé, je vais mourir et vous jouez aux devinettes ». Et à son avocat qui le presse une dernière fois d'avouer les meurtres, il déclare « Cela, maître, c'est mon petit bagage ». Landru a été guillotiné ce matin. Il est devenu un phénomène et tout le monde connaît son nom. J'ai bien peur que personne ne se souvienne du tien, Célestine, ni de celui de tes compagnes d'infortune. Ma justice est faite, c'est tout ce qui compte. Landru aura profité de toutes ces faibles âmes. Des femmes qui ne voulaient pas finir leur jour seules. Qui pourrait les blâmer ? Je ne suis pas peu fière de m'être battue pour connaître la vérité. Jamais je n'aurais pu continuer ma vie sans savoir ce qui t'était arrivé, ma chère sœur. Finalement, tu es morte d'avoir voulu aimer. C'est bien là ton seul crime, ma Célestine. L'affaire Landru de Clara Saher et Zoé Gabillet, avec Marie Verge, Mademoiselle Lacoste, Yvon Martin, l'inspecteur Belin, Philippe Bautier, Landru, Christian Benedetti, le maire de Gambet, Émilie Gavois-Cannes, Madame Bonnour, Vincent Nemeth, Maître Moreau Giaferi, et les voix de Tobias Nuiten, Yann Tassin et Roxane Roux. Bruitage, Patrick Martinache. Enregistrement, montage et mixage, Cédric Chatelus, Émilie Couette et Étienne Collin. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Pascal Deux. Bruno Fulini, on a essayé dans notre histoire de redonner un peu de place aux victimes par la voix de la sœur de Célestine Buisson, une des femmes donc que Landru a séduite et assassinée, une femme donc qui ne voulait pas rester seule. C'était un drôle de destin. Oui, mais elles étaient nombreuses, ces femmes, et surtout à une époque où les hommes étaient dans les zones de combat, et Landru en a profité. Il est vrai aussi qu'il avait une forme de patience, de courtoisie, de componction qui faisait que chacune isolément de ses futures victimes pensait qu'il était un monsieur gentil, attentionné, attentif à leurs désirs, il les écoutait beaucoup, il les plaignait, il allait dans leur sens. Et en fait, ce qu'on a retrouvé chez lui et dans les différentes remises qui lui appartenaient est effrayant parce qu'on se rend compte que derrière tout cela, il y a une véritable organisation. Il faut savoir que Landru a correspondu avec 283 femmes, 283 recrutées donc par petites annonces, et alors il les classait. Celles qui n'avaient pas de fortune, celles qui avaient une famille, celles qui posaient des questions, bon, il les mettait de côté, et puis il finissait par sélectionner les plus intéressantes, c'est-à-dire celles qui avaient quand même un petit peu de bien et qu'on pouvait facilement isoler de leurs proches. Et on voit qu'il a mal calculé dans le cas des sœurs Buisson, ou la vie, puisque effectivement c'est la sœur d'une des victimes qui a beaucoup contribué à sa chute.
On dit qu'il y avait 10 femmes victimes, en fait, et un fils, un garçon qui était le fils d'une de ces femmes. Est-ce qu'on peut en être sûr? En fait, ce sont les personnes qui ont été reconnues disparues et qu'on considère comme avoir été les victimes. En tout cas, ces 11 personnes ont disparu après avoir été en relation avec donc cet individu connu sous plusieurs noms et qui s'est révélé être Landru. Par ailleurs, on trouve les noms ou des surnoms qu'il donnait de façon assez transparente à ces personnes dans ces fameux carnets. Encore une fois, il n'y a pas de cadavre dans l'affaire Landru. Et il n'y a pas non plus d'aveu. Donc c'est quand même étonnant et on comprend pourquoi son avocat a pensé pouvoir gagner, parce qu'il est rare qu'on condamne, et surtout à l'époque, à la peine de mort, en l'absence d'aveu et en l'absence de cadavre. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas vraiment de preuves, on a plutôt un faisceau de présomptions, alors là très concordante, et ce qui va surtout perdre Landru, c'est son goût du détail, son côté notaire de province, vous voyez, la façon dont il tient ses comptes, la fameuse histoire des billets de train, aller-retour pour lui, aller simple pour son invité, c'est tout à fait vrai. On trouve cela effectivement dans ses carnets. De la même façon, chaque fois qu'une femme disparaît, bizarrement, il y a un afflux d'argent dans la colonne recettes des comptes de Landru, parce qu'en fait, il s'empare de ses biens, de son argent, il liquide les meubles, d'où ce métier, entre guillemets, de brocanteur, qu'il n'exerce en fait que sur le mobilier de ses victimes. Mais ce sont des présomptions. Donc c'est le carnet qui est le principal élément qui va le confondre. Le carnet, et puis il faut savoir que dans la maison de Gambet, et plus encore dans différents endroits, en particulier une remise qu'il avait à Clichy, rue Maurice, on va trouver quand même les effets de ces personnes, c'est-à-dire des vêtements, des perruques pour celles qui portaient des cheveux postiches, un râtelier, des objets de toilette. Et donc parmi les pièces à conviction de l'affaire Landru, on va trouver des fers à friser, des objets vraiment qu'on n'imagine pas que ces femmes aient laissé chez lui si, comme il le prétend, elles sont parties en voyage ou aux colonies ou s'installer en Amérique. C'était vraiment des objets intimes. Et ce qui est très étrange, c'est que d'ailleurs qu'il les ait conservés. À la limite, qu'il ait volé l'argent, l'or, les bijoux, les titres, d'accord. Mais il y a quelque chose qui reste mystérieux dans l'affaire Landru, c'est cette conservation de trophées qu'il entrepose comme cela, à mon avis, sans grand espoir d'en tirer de l'argent. Et concernant les restes humains qui ont été trouvés dans la fameuse cuisinière de la maison de Gambet, c'est impossible à cette époque d'identifier l'origine de ces restes humains. Oui, même s'agit-il vraiment de restes humains? À l'époque, on n'en est pas tout à fait sûr, parce que on ne les découvre pas tellement dans la cuisinière, mais plutôt dans un tas de cendres qui est dans une grange attenante à la maison. Et de toute façon, ce sont des morceaux extrêmement fragmentaires, des petits morceaux d'os, des bouts de dents. Lui dira que c'est d'origine animale. Ses victimes, il les a vraisemblablement étranglées, sans doute dans leur sommeil, donc en l'absence de scènes brutales. Il attendait qu'elles dorment profondément, éventuellement même après une nuit d'amour. On pense qu'ensuite, il dépeçait ses victimes, puisque la cuisinière ne permet évidemment pas de brûler un corps humain d'un seul tenant. Et donc, Landru appartient à cette catégorie très particulière qu'on appelle les dépeceurs, donc ces assassins qui découpent, qui démembrent leurs victimes et qui les éliminent par morceaux. Ce qui est étonnant, bien sûr, dans cette affaire également, c'est le procès lui-même, le côté extrêmement médiatique qu'a pris ce procès, avec la personne, d'abord avec la nature du crime, enfin quand même 10 femmes et un garçon assassiné, et puis cette couverture médiatique, évidemment, pendant toute la durée du procès, on ne parle que de Landru en France. Même cette notoriété sera internationale, c'est assez incroyable. C'est la grande affaire, hein, le barbe bleue de Gambet, comme le surnomme le Figaro. Il faut bien se rendre compte que pendant toute la Grande Guerre, il y avait une censure, et donc on traitait des affaires d'espionnage qui passionnaient pas forcément les foules, et pas du tout les affaires criminelles qui de toute façon n'étaient pas de cette envergure. Donc c'est la première grande affaire criminelle depuis 5 ans. Et donc les lecteurs et puis les journaux eux-mêmes se rattrapent d'un certain point de vue. Et par ailleurs, il y a ce contexte
très singulier de l'après-guerre. Pendant la guerre, comme les hommes étaient au front, les femmes ont pris le pouvoir à l'arrière. On a vu des femmes occuper des métiers qui autrefois étaient des métiers d'hommes. Pendant l'année 1919, il y a un débat à la Chambre des députés pour donner le droit de vote aux femmes et même l'éligibilité. Et la réforme est votée par les députés. Elle sera bloquée par les sénateurs, mais au printemps 1919, elle est votée. Et donc tout cela fait un peu peur aussi à certains hommes qui se disent mais les femmes sont en train de nous remplacer d'un certain point de vue. Et Landru a finalement rassuré les hommes en châtiant ces femmes qui s'envoyaient en l'air pendant que les hommes souffraient dans les tranchées, en les punissant d'un certain point de vue. Et on va trouver pendant longtemps des petits poèmes, des cartes postales, des moralités comme cela qui fustigeront ces femmes. Qu'on envoie à Landru, c'est alors ça, on envoie des lettres à Landru. Pendant qu'il est en prison. Il reçoit des lettres de félicitations, hommage à Landru. Et puis plus tard, il y aura tout un commerce de cartes postales, de chansonnettes. On dira aux femmes, méfiez-vous des hommes à poil comme un poil à charbon. Effectivement, on dira que Landru, Landru a remis la femme au foyer, ce qui évidemment au lendemain de la Grande Guerre avait un sens très précis. Et cette postérité, elle va durer des années après. Ceux qui ont assisté au procès Landru se souviendront de l'étrangeté aussi du personnage Landru. Je vous propose d'écouter le commissaire Belin, donc c'est lui qui avait arrêté Landru en 1919. J'ai assisté au procès, j'étais un des principaux témoins. Un vrai procès fleuve. Il s'est prolongé pendant plus de 4 semaines. Un procès qui a attiré beaucoup de monde. Des personnalités mondaines de Paris, des artistes en nom. Je me souviens même de ce détail. À cette époque, il y avait bien moins de voitures, n'est-ce pas? Il y avait un train qui conduisait aux Assises. C'est un train qui partait des Invalides à 10h05. Eh bien, on l'appelait le train Landru. C'est assez drôle, c'est ainsi, n'est-ce pas? Et puis le témoignage d'un chroniqueur judiciaire qui sera important par la suite, un futur grand journaliste, Pierre Cise. Il se souvient aussi du procès Landru et de l'avocat général, Monsieur Godefroy. Monsieur Godefroy avait toujours à la bouche les prémices d'une condamnation qui ne devait intervenir quelques jours plus tard. À chaque instant, il mettait Landru en face des risques qu'il courait. Il lui disait « Monsieur Landru, songez que vous jouez votre tête. Monsieur Landru, votre tête est en jeu. » Si bien qu'un jour, Landru lui dit « Monsieur l'avocat général, vous parlez toujours de ma tête. Mais enfin, véritablement, je regrette d'en avoir qu'une à vous offrir. » Landru était un personnage extrêmement curieux. Véritablement, cet homme était un mélange extrêmement curieux de politesse et de scélératesse. Je me rappelle donc un moment, pendant son procès, c'était un de ces moments où la cour, la défense, l'accusation, tout le monde se réunit pour féliciter quelqu'un. En l'espèce, c'était une dame qui avait échappé à Landru. Miraculeusement, il faut croire, elle s'était méfiée, elle était passée à côté du feu, elle avait joué avec le feu sans tomber dedans, c'était miraculeux. Elle s'appelait Fernande Segret et tout le monde s'inclinait, les toques basses, et tout le monde la félicitait à la fois de son courage et j'espère de sa chance. Et tout d'un coup, on vit Landru se lever et dire « Vous permettez que je m'associe à l'hommage de la cour envers mademoiselle Segret ?» C'était donc Pierre Cise s'exprimant à propos du procès Landru et de Fernande Segret, un personnage assez étonnant qui va continuer à aimer Landru pendant de longues années. Oui, lorsque Landru est arrêté au 76 rue Rochechouart par l'inspecteur Belin, il n'est encore qu'inspecteur en 1919, eh bien, il est en compagnie de Fernande Segret, qui est sa maîtresse, et le point d'interrogation, était-elle sa prochaine victime, ou au contraire, était-ce sa maîtresse de cœur? Et il semblerait qu'il ait vraiment nourri un sentiment amoureux pour Fernande Segret. En tout cas, Fernande Segret était très amoureuse de Landru, ce qui fait qu'elle va venir le défendre. Il n'y a pas beaucoup de témoins de moralité au procès Landru, mais Fernande Segret va venir le défendre. Alors évidemment, c'est difficile, elle s'évanouit, elle revient, et elle va dire le bien qu'elle peut dire de Landru. C'est une femme assez jeune qui rêve de devenir actrice, comédienne. En fait, elle montera sur les planches surtout après l'affaire Landru, parce que tout à coup, on va s'arracher cette jeune femme, en plus assez jolie, très parisienne, qui a intimement connu Landru. Et Fernande Segret va avoir un destin tragique parce que après la condamnation de son bien-aimé et tout cet humour qu'elle finit par avoir du mal à supporter, elle va quitter la France pour le Liban, qui est un mandat français à l'époque, et elle va essayer de se faire oublier. Elle va vivre là-bas comme gouvernante, institutrice à domicile, dans une famille bourgeoise, auprès d'enfants. Et puis longtemps après la Seconde Guerre mondiale, elle pense que l'affaire est oubliée, elle rentre en France, c'est une vieille dame,
Et malheureusement, eh bien, en 1963, c'est le film de Chabrol qui relance finalement. Le film sur Landru. Qui raconte la vie de Landru avec Charles Denner. Et en fait, elle se suicide. Elle s'est jetée dans les fossés du château de Flers, dans l'Orne. Et finalement, elle sera la 12e victime, longtemps après, très indirecte, la 12e victime de l'affaire Landru. Eh bien, merci Bruno Filini. Concernant Landru, on peut lire de vous Landru, l'élégance assassine, paru aux éditions du Rocher. À lire également On veut ma tête, j'aimerais en avoir plusieurs à vous offrir, l'affaire Landru 1921, d'Emmanuel Pierrat, édité chez Point Seuil dans la collection Les Grands Procès. Autant n'emporte l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission qui était en nouvelle diffusion sur notre site radiofrance.fr où j'attends vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons à vélo dans l'Italie de Mussolini en compagnie d'un des plus grands cyclistes du XXe siècle, Gino Bartali. Mais ce multivainqueur du Tour d'Italie et du Tour de France a aussi été un héros de la résistance. Lorsqu'une partie de l'Italie était occupée par l'armée allemande, cet antifasciste a participé au sauvetage des Juifs. Gino Bartali, roi du vélo et résistant italien, c'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire.